Ok, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis effectivement chercheur à INRAE et ça fait une trentaine d'années ou plus que je travaille sur ces questions de relations homme-animal. J'ai intitulé, en préparant mon exposé, j'ai intitulé les fondements théoriques, parce que c'est là qu'on montre comment on fait des relations homme-animal. Quels sont les fondements théoriques de la construction de ces relations? Je suis éthologiste, donc spécialiste du comportement animal. Je vois la relation du point de vue de l'animal. Mais j'ai mis, mais pas que, parce qu'en fait, vous allez voir mon exposé, plutôt, on pourrait presque dire un exposé de sciences humaines. J'essaye d'interagir avec les sciences humaines. Et du coup, je vais vous présenter en fait des rencontres que j'ai faites tout au long de ma carrière pour essayer de faire que cet aspect théorique soit en fait aussi une aventure humaine. Alors, juste pour présenter mon CV, ça c'est moi. J'ai fait ma thèse sur la docilité des vaches allaitantes, mais j'ai aussi travaillé avec des espèces très très différentes. Vous voyez, il y a même des dauphins. J'ai travaillé au parc Astérix sur la relation homme-animal avec des dauphins. Donc, vraiment, la recherche est comparative. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à prendre des questions et à s'inspirer des différents, on appelle ça des modèles animaux en recherche, mais toutes ces questions permettent de mieux comprendre ce qu'est cette relation avec les animaux. Et du coup, voilà, je vais vous présenter toutes ces rencontres que j'ai faites. Alors, d'abord, je vais commencer par des paroles d'éleveurs, parce que j'ai aussi fait un certain nombre d'enquêtes auprès des éleveurs, rencontrés, discuter. Ils adorent discuter de relations homme-animal. Et je vais vous présenter quelques phrases pour commencer. D'abord, cette phrase que j'ai souvent entendue, que vous avez peut-être déjà entendue aussi, le troupeau est à l'image de l'éleveur. La réaction de l'animal, c'est à l'image du comportement de l'éleveur. Mais il y a aussi une phrase qui m'a souvent interpellé, je voudrais vous la faire partager. C'est un éleveur qui dit, alors quand on lui demande la relation homme-animal, comment ça va chez vous, il me dit, moi, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai un voisin, et il a des animaux un peu vifs, mais bon, c'est normal, il est en stabulation libre en plein air, ce sont des salaires ou des limousines ou des blondes. En fait, il a des excuses d'une certaine façon. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai l'impression que la France des éleveurs est coupée en deux. Il y a la France des éleveurs, il y a la France des voisins, et ils n'ont pas la même relation. Vous imaginez bien un peu. Mais j'ai tellement entendu ça souvent que, vu de ma position d'observateur, c'était assez étonnant. Et donc la question, est-ce que c'est toujours le voisin qui a des animaux vifs et est-ce que c'est vraiment la race qui est en jeu dans cette histoire? Après, un débat aussi, il y a des éleveurs qui disent caresser mes bêtes, mais c'est essentiel. Sinon, comment veux-tu que je les soigne? Là, je vous ai cité, c'était un éleveur, on était en Limousin. La race limousine a une certaine réputation et il avait 200 mères et pourtant il disait ça. Comment veux-tu que je les soigne si je ne peux pas les caresser? Et pourtant, j'ai aussi entendu très souvent, mais c'est plus comme avant, j'ai beaucoup moins de temps pour être avec mes bêtes. Je sais que je devrais, mais voilà. Donc il y a en fait cette diversité des éleveurs. Et puis surtout cette question qui m'obsède de plus en plus en travaillant notamment avec l'ergonomie, c'est est-ce que la relation homme-animal, tout le monde en parle, tout le monde est passionné, on est éleveur parce qu'on est avec les animaux, mais c'est une relation voulue ou c'est une relation subie? Et elle est subie parce que, est-ce que c'est devenu la priorité finalement dans les objectifs d'élevage, compte tenu de tout ce qui se passe, la mécanisation, enfin, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Alors, ce que j'ai aussi entendu très souvent, c'est le bien-être animal, mais c'est moi qui connais le mieux mes animaux, moi je les respecte, je suis responsable d'eux. Très souvent, j'ai entendu nos éleveurs qui disaient ça. Et puis j'ai entendu aussi très souvent, peut-être vous aussi, mais on me parle de bien-être animal, mais qui s'intéresse à mon bien-être à moi? Et combien de fois dans ma carrière, franchement, surtout moi qui venais du côté de l'animal, combien de fois j'ai entendu cette question de l'autre côté? Okay. Donc on sent bien qu'en parlant du bien-être de l'animal, ça interpelle toute une profession qui se sent remise en question. Et c'est tout le débat. Et en ce moment, il y a quelque chose qui monte de plus en plus, vous en avez sûrement entendu parler, c'est cette question en anglais de one welfare, un bien-être partagé entre l'humain et l'animal. Et donc, on aura un peu l'occasion d'en reparler, notamment parce qu'il y a un RMT, un réseau mixte technologique qui s'appelle One Welfare, piloté par l'Institut de l'élevage en particulier, mais qui gouverne ces aspects. Alors, ce que je vous proposais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une excursion d'un éthologiste dans le monde des sciences humaines et sociales. Plutôt que de le présenter avec toutes mes connaissances biologiques, j'ai voulu vous faire partager ces rencontres. Alors, la première chose, c'est quand vous allez dans la littérature, mais pas la littérature scientifique, en fait, les réglementations, vous avez les animaux sont des êtres vivants légalement reconnus, doués de sensibilité. Et vous avez une revue, Léon, en 2020, qui fait un peu l'historique. Et la législation dans différents pays définit l'animal comme être sensible, mais ne définit jamais ce que c'est que sensible.
Je ne sais pas si vous partagez ou pas cet avis, si vous connaissez. Et c'est d'autant plus troublant qu'en même temps, il y a toute une réflexion sur la conscience de l'animal. Vous voyez, c'est une expérience collective menée par l'INRA. Est-ce que les animaux ont une conscience? On en parle de plus en plus, c'est reconnu par les scientifiques autour de cette conscience. Et du coup, ça a conduit aussi à une définition du bien-être animal qui a été proposée par l'ANSES il n'y a pas très très longtemps. Et cette définition dit le bien-être animal, c'est un état mental et physique positif qui correspond à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. C'est en fait la perception de l'animal qui prime quand on parle de bien-être animal. C'est donc une définition très très psychologique de l'animal, sauf que cette définition, elle fait débat. Elle fait débat, non pas dans la communauté des éthologistes appliqués, qui la considèrent vraiment dans ce sens-là, mais elle fait débat pour deux raisons. Ça change quoi d'avoir un animal sentient, comme disent certains, dans nos relations avec l'animal? Et puis, quand je parle de débat, l'Académie d'agriculture, par exemple, quand elle a vu la définition, elle a créé la polémique en disant « mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'anthropomorphisme? Que fait l'ANSES à mettre une définition comme ça ?» Au final, ça s'est conduit par un consensus. Peu importe que les conditions de vie des animaux soient améliorées au nom de la bientraitance ou de ressenti, l'essentiel, c'est qu'elles le soient, les conditions soient améliorées. Donc on voit bien que derrière ça, cette histoire bientraitance qui correspond à la responsabilité qu'on a envers l'animal, c'est un élément qui reste quand même une question que certains de mes collègues appellent socialement vif. Il n'y a pas une définition du bien-être animal, il y a des définitions qui sont remises en question en permanence et qui évoluent au fur et à mesure. Ce qui est important aussi, David Mellor, c'est un néo-zélandais, un Australien qui travaille en Nouvelle-Zélande, et il est le responsable bien-être animal, et il a une certaine aura au niveau de la planète. Et il dit aussi, il a écrit récemment en 2020, ce qui n'est pas important, c'est pas le bien-être animal maintenant, c'est la qualité de vie qu'on peut donner à nos animaux, une qualité de vie qui mérite d'être vécue. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Les associations de protection animale s'en servent beaucoup, mais du coup, c'est la question importante aujourd'hui, une vie qui mérite d'être vécue. Alors du coup, ça interpelle sur la domestication. Je vais vous emmener cette fois-ci dans mes lectures au travers de la domestication. C'est quoi la domestication? Et vous avez une conception de la domestication qui est une conception de domination. L'homme domine la nature, c'est une volonté qu'il a depuis la nuit des temps de dominer la nature, cette puissance qu'on veut avoir sur la nature. C'est pas du tout la même chose que le concept de niche écologique. C'est-à-dire, Budiansky, par exemple, il dit, en fait, non, nous n'avons pas domestiqué tous les animaux comme on voulait. C'est des animaux qui acceptaient bien d'être domestiqués, qui, d'un point de vue écologique, ont trouvé une nouvelle niche écologique qui était la niche humaine. Ça renverse complètement les rôles. L'animal, en fait, il a conquis la niche humaine. C'est plus du tout le même rapport avec l'animal. Et puis, une dernière chose, c'est plus récent. C'est une conception qu'il y a un contrat domestique entre l'homme et l'animal. En fait, il n'y a pas un contrat écrit, c'est un contrat tacite, mais c'est ce qui fait que, en fait, il y a une intersubjectivité. L'animal et l'homme échangent régulièrement, et je vais en reparler. Et du coup, c'est cette forme de contrat, de relation, de communication qui est important, en fait, quand on construit la domestication des animaux. Vous voyez, autant de conceptions différentes, mais qui cohabitent encore, je pense, fortement. Parce que si vous allez chercher, il y a Anne-Charlotte Dequesne qui est dans la salle, mais elles ont fait un travail remarquable sur les représentations de l'animal avec Florence Klink. C'est quoi, quand on interviewe les éleveurs, sur la représentation de l'animal? Alors, pour certains, l'animal, c'est un compagnon de travail. C'est une relation professionnelle, il y a une intersubjectivité. C'est donc vraiment ça qui rentre en jeu, c'est cette vision-là. Mais elle n'est pas partagée de la même façon par tous les éleveurs. Il y en a pour qui l'animal, c'est un instrument de travail. Un éleveur est un chef d'entreprise et donc c'est son outil de travail, c'est vu comme un instrument. Il y en a d'autres qui disent que c'est un animal communicant, un éleveur manager des animaux. Alors j'ai peut-être un peu trahi, Anne-Charlotte, tu pourras dire si je trahis un peu tes propos. Et puis ça peut être aussi un animal affectif. L'animal, on a un développement d'une relation émotionnelle. Quelque part, c'est pas un animal de compagnie, c'est bien un animal dans le cadre du travail. Mais du coup, c'est ce qui caractérise l'éleveur animalier. Vous voyez, autant de conceptions des éleveurs et des perceptions qui sont différentes. Et la question que ces auteurs ont posée, c'était, il y a différentes visions du métier, il y a différents niveaux d'intérêt dans le métier, mais la question c'est, est-ce que derrière, il y a différents types de comportements des éleveurs vis-à-vis de leurs animaux? Qu'est-ce que ça entraîne? Pour moi qui suis éthologiste, c'est des questions qui sont importantes. Alors maintenant, là, je vais vous emmener dans le monde de l'ergonomie et de la sociologie, parce que c'est intéressant quand on est éthologiste, vu du point de vue de l'animal, mais de se questionner aussi, c'est quoi un éleveur? Et j'ai essayé de représenter ce qu'un éleveur pouvait avoir dans la tête, vous voyez, subvention, contrôle, bien-être animal, sécurité alimentaire, traçabilité, isolement social. La tête de l'éleveur, franchement, c'est un métier super compliqué, il a tellement de choses à gérer. Et puis, il y a cette question du temps, on court tous après le temps, mais les éleveurs en particulier. Et avec les ergonomes qui nous disent, en matière de santé au travail, c'est l'équilibre entre les aspirations personnelles et les contraintes.
C'est vraiment un élément très très fort. Et donc du coup, on est dans un contexte où on a une mécanisation, on a des capteurs, on a plein de choses qui nous éloignent de l'animal, ou peuvent nous éloigner de l'animal. Et toute la question que vous n'arrivez pas à voir parce que c'est en vert et vous ne voyez rien du tout. Mais du coup, avec cette évolution de l'élevage vis-à-vis de la distance homme-animal, qu'est-ce que ça crée? Comment reconstruire ou comment discuter cette relation homme-animal? Quelles conséquences ça peut avoir? Et encore une fois, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une relation subie ou une relation construite? C'est-à-dire que malgré ce contexte-là, est-ce qu'on l'a construit la relation ou est-ce qu'on la vit mais on l'a subie? Je vais y revenir. Et en tout cas, des revues très intéressantes qui sont sorties, Nathalie Ostiou par exemple, sur l'effet de l'élevage de précision, ou nos ergonomes de la fac de Clermont par rapport à la construction de la relation homme-animal. C'est des travaux tout à fait récents qui synthétisent la littérature. Ce qui est intéressant aussi, c'est Florence Fiorilli, non, c'est pas Florence, j'ai oublié son prénom, qui dit, en fait, quand un éleveur veut pas subir sa relation, il a des rationalités, c'est-à-dire ce qui va gouverner, en fait, des activités qui sont piliers et des activités qui sont leviers. Pilier, ça veut dire c'est incontournable. Le levier, ça veut dire que je peux passer outre. Et dans ces activités, ces rationalités, il y a des rationalités économiques, techniques, identitaires. Je suis éleveur, je suis fier de l'être, c'est ça qui est important. Il y a des rationalités, j'ai envie de travailler dehors, donc c'est relatif à l'engagement du corps. Et puis il y a des rationalités relationnelles. Et la question qui va se poser si on n'a pas assez de temps, c'est est-ce qu'on va faire la relation homme-animal, ces activités relationnelles, est-ce qu'elles deviennent piliers, c'est le cœur même de ma profession d'éleveur, ou est-ce qu'elles sont leviers? C'est-à-dire que si j'ai pas le temps, c'est elles que je vais délaisser en premier. Mais si je le fais, vous voyez les conséquences que ça pourrait avoir sur la relation homme-animal. C'est un enjeu très très fort à ce niveau-là de savoir comment on construit sa stratégie. Du coup, voilà, je pose la question. Surtout la question, les rationalités relationnelles, est-ce que c'est pivot ou est-ce que c'est levier? Alors, pour résoudre ces problèmes, là je reviens dans mon monde d'éthologiste, il y a beaucoup de littérature qui sont intéressées sur les conséquences de la relation homme-animal en matière de productivité. Et alors, je vous ai mis la définition de la docilité, il peut y en avoir différents d'autres, mais une, c'est l'acceptation de la contrainte imposée par l'homme. Alors la contrainte, ça peut être la présence, ça peut être la manipulation, mais est-ce que ça va avoir des conséquences sur une activité économique? Alors si vous allez voir du côté de la MSA, ils vont vous dire 20% des accidents du travail avec arrêt de travail sont causés par les animaux. 3/4 par les bovins. Donc il y a des enjeux d'arrêt de travail, des enjeux économiques très très forts derrière des risques d'accident en relation avec la relation homme-animal. Mais il y a aussi l'histoire du confort, l'histoire de la sécurité au sens psychologique du terme. La santé au travail, elle est liée à ça. Après, il y a aussi des conséquences, pour un biologiste que je suis, qui sont intéressantes. C'est les aspects production, les aspects santé, les aspects reproduction. En fait, vous avez toute une littérature qui vous démontre qu'une relation homme-animal qui n'est pas harmonieuse, où les animaux ont peur, ça va avoir des conséquences. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'il y a 19% de variation de production laitière en fonction de l'éleveur. Non pas d'un point de vue zootechnique, mais par rapport à son comportement, par rapport à la réaction de ces animaux par rapport à lui. 19%. Et puis si vous regardez au niveau de l'engraissement des animaux, il y a plusieurs études qui montrent qu'à la fin de l'engraissement, il y a des différences de 40 à 60 $ dans le prix payé aux animaux en fonction de leur caractère. C'est-à-dire que plus l'animal il est difficile à manipuler, et à la fin, plus moins la carcasse sera payée. Parce qu'il y a des conséquences en fait entre croissance et stress. Donc tout ça, la relation homme-animal, a des enjeux extrêmement importants. Alors, maintenant, pour continuer, je vais un peu rentrer dans les mécanismes. C'est la deuxième partie de mon exposé. Qu'est-ce qui détermine en fait cette relation homme-animal? Si vous interviewez les éleveurs, ça c'est une vieille étude, mais finalement les résultats sont toujours d'actualité. Ce qu'ils vous disent en premier, ça rejoint ce que j'ai dit au tout début, l'éleveur finalement a l'image de l'éleveur, l'image du troupeau. Ils attribuent, en fait, ça a été fait dans la race limousine, mais ça aurait pu être fait dans d'autres races. En fait, vous voyez, la présence de l'éleveur, c'est majoritairement ce qui va conditionner la relation homme-animal. Le comportement de l'éleveur, c'est la deuxième chose, un éleveur carme, enfin tout ce que vous pouvez mettre derrière. Et puis, il y a des aspects trucs et astuces, attacher les animaux, des périodes sensibles dans le jeune âge ou au sevrage, la sélection génétique des animaux, le fait de caresser. Mais vous voyez que ce qui est prioritaire pour l'instant dans ce qui est mis, c'est vraiment la réaction le comportement des animaux vis-à-vis des hommes vis-à-vis des animaux. Alors, maintenant, je vais aborder le côté plus théorique, la façon dont l'éthologie conçoit ce que c'est qu'une relation homme-animal. Ce que vous voyez là, ce sont des interactions, et les interactions qui se construisent au cours du temps. Et ces interactions, en fait, elles ont des conséquences. Vous avez un animal avec des émotions, donc il va, au moment des interactions, ressentir de façon positive ou négative
ce qui lui arrive. Et vous avez un humain, c'est pareil. Et leur rencontre, elle crée ces émotions. Et évidemment, une bonne relation ne peut se faire que si les contacts positifs, les interactions positives sont largement supérieures aux interactions négatives. Mais pensez maintenant toutes les choses qu'on a à faire avec nos animaux, quand on les soigne, quand on les manipule, quand on les pèse. Toutes ces choses-là sont-elles positives ou pas pour les animaux? Comment faire en fait pour que la balance soit en faveur des contacts positifs? Sinon, on ne peut pas parler de relations positives vues du point de vue de l'animal. Alors, maintenant, je vais vous aborder un modèle. Ok, c'est un modèle relativement simple, mais qui allie à la fois la psychologie, l'éthologie et la zootechnie. Quand vous regardez l'éthologie, on va vous dire, en fait, vous voyez des réactions de peur des animaux vis-à-vis de l'homme. Ces réactions de peur, elles créent du stress. Ces réactions de stress affectent bien-être et productivité. Je viens de vous en parler. Mais ça a un déterminant et les psychologues se sont intéressés à ça. Graham Coleman et Paul Hemsworth sont des Australiens et maintenant ils sont vraiment réputés dans toute la planète pour ce qu'ils ont fait. Ils démontrent en fait que nous avons des croyances dans l'effet de notre comportement. Si nous pensons que les caresses c'est important, nous allons plus le faire et ça va avoir des conséquences derrière sur le comportement de l'animal. Si nous pensons que ça n'a aucun intérêt, nous ne le ferons pas. Mais c'est pareil, si nous pensons que les animaux sont difficiles à manipuler, c'est fatigant de les manipuler, nous aurons beaucoup plus d'interactions négatives avec eux parce que nous pensons qu'on a besoin de plus d'énergie pour manipuler un animal difficile. Il y a donc en fait dans nos croyances, ce qu'il appelle des croyances comportementales, un effet directement sur le comportement. Ce sont les psychologues en fait qui parlent de ce point de vue. Mais vous avez dans le monde entier un certain nombre d'études maintenant depuis une quarantaine d'années qui démontrent que ce modèle est valide. Que oui, on est capable avec une échelle de psychologues de prédire ce qui va se passer dans le comportement des animaux. Et c'est un cercle vicieux parce que plus la personne a des animaux difficiles, plus elle croit que c'est important d'avoir des comportements énergétiques, si je puis dire. Et c'est un cercle vicieux qui va s'instaurer. Alors, par rapport à ça, ce qui est bien, c'est que ce sont des adeptes en fait des thérapies cognitives et comportementales. Et ils disent, si on est capable de convaincre la personne que nos croyances comportementales sont fausses, c'est important de caresser les animaux, savoir avoir des effets sur la croissance, la reproduction. À ce moment-là, on a une clé d'entrée pour changer le comportement des personnes. Ce sont les psychologues qui parlent comme ça et ils ont développé des formations autour de ça. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus. Si vous allez du côté des ergonomes, c'est une vision qui est beaucoup plus, comment dirais-je, systémique en fait. Ils vont intégrer en fait l'activité de l'éleveur. Alors je sais qu'il y a des ergonomes dans la salle, mais finalement ce qu'ils vont intégrer, c'est le projet d'installation de l'éleveur, c'est les pratiques relationnelles, c'est la satisfaction au travail, c'est tout ce qui fait que la personne est en bonne santé au travail. Et c'est parce qu'il y a ça que ça va agir en même temps sur la façon dont la personne se comporte. Et puis derrière, projet d'installation, ça veut dire il faut réfléchir l'organisation du travail. Il faut réfléchir comment on conçoit ces animaux pour être en contact avec eux. La barrière, je vous rappelle, elle est dans les deux sens. Les animaux sont de l'autre côté de la barrière pour pas qu'ils s'en aillent, mais nous ne pouvons pas rentrer dans une stabulation libre parce que la barrière nous empêche d'y rentrer. Donc, à nous de concevoir des outils de contention qui favorisent la circulation des hommes et des animaux et qui favorisent le contact. Si ce n'est pas pensé en amont, comment voulez-vous qu'on arrive à créer la relation? C'est tout ça qu'il y a derrière ce travail de l'ergonomie. Il y a une revue très très récente qui discute un peu ces éléments-là. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la communiquer. Je voudrais finir avec les aspects pratiques relationnels. C'est quelque chose qui me touche à cœur. C'est-à-dire que pour ne pas subir la relation, si on veut la construire, ça veut dire que comme pour les pratiques zootechniques, c'est-à-dire des stratégies incluant des choix et des actes techniques suivant les objectifs de leur auteur, ça a été fait pour produire de la viande, pour produire du lait. Mais on peut penser que des pratiques relationnelles, c'est aussi la même chose. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour produire des produits, c'est pour produire, améliorer le travail avec les animaux, construire une relation animale. C'est un objectif d'élevage. Et c'est fondamental dans la façon dont on conçoit les choses. Alors, je n'ai pas le temps, parce qu'on arrive à la fin de mon exposé, mais je n'ai pas le temps de vous raconter l'ensemble de ce que les biologistes ont pu mettre en avant, mais je vais vous le synthétiser. Alors, construire des pratiques relationnelles, ça veut déjà dire penser aux reproducteurs. Quand vous choisissez vos taureaux ou quand vous choisissez vos mères, alors je suis surtout bovin dans ma façon de voir les choses, mais c'est vrai de façon générale, derrière, il y a des gènes et ces gènes, ils expriment. Il y a beaucoup d'études qui permettent de démontrer des facteurs génétiques, des prédispositions à construire la relation, soit de façon positive, soit de façon négative. Et donc, la sélection des animaux, c'est fondamental. Après, pendant la gestation, il y a un stress qui arrive, qui peut arriver si on fait des manipulations qui sont stressantes pour les animaux. Des études ont démontré que les jeunes, non pas les mères, mais les jeunes vont être beaucoup plus agités. Ça va avoir des conséquences toute leur vie du fait que le fœtus a été stressé. Après, derrière, il y a la naissance.
il y a ce qui se passe dans le jeune âge, il y a ce qui se passe au moment du sevrage, autant de périodes qui sont critiques dans la façon dont l'animal construit sa relation avec l'homme. Si on les rate, si on n'a pas des comportements qui sont adéquats par rapport à un animal qui est capable d'apprendre des choses à ce moment-là, on rate des occasions de construire une relation positive entre l'homme et l'animal. Et vous voyez, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Parce que si vous avez des mères qui sont peu apprivoisés, qui partent à l'autre bout du champ. Moi, j'en ai connu des... Enfin, bon, je ne vais pas citer de race parce que ce n'est pas la race qui est intéressante. Mais des animaux qui partent à l'autre bout du pré parce qu'elles ont peur de vous. Et le veau, il est avec. Et le veau, il part à l'autre bout du pré aussi. Si la vache vous fonce dessus, le veau, il est à côté. Vous voyez tout ce que ça peut induire dans la perception que le veau peut avoir de l'éleveur, de l'homme qui vient venir. Donc, c'est... Ah, pardon, c'est la fin de mon exposé. Je m'auto-contrôle. Ok. Mais donc, vous voyez tout ce que ça peut avoir comme conséquence, cet environnement social, en fait, sur le comportement du jeune animal. Mais du coup, derrière, comme c'est l'heure de période sensible, ça a des conséquences, évidemment, bien plus à long terme, sur tout ce qui peut se passer derrière, sur la production, sur le confort de travail. Alors, je terminerai juste sur un point. C'est aussi un modèle. C'est-à-dire qu'une relation homme-animal, c'est comme les relations interindividuelles entre les animaux, c'est la construction d'une relation au cours du temps, basée sur des interactions régulières entre deux individus qui se connaissent l'un l'autre. Alors, vous n'arrivez pas à voir non plus mes couleurs, elles ne sont pas belles, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui avec des animaux qui sont êtres sensibles, qui perçoivent leur environnement, qui ont des capacités cognitives, c'est qu'ils sont doués d'émotions, ils sont doués de mémorisation, d'apprentissage, ils communiquent eux-mêmes. Il ne sait pas que nous, qu'en voyant des signaux, les animaux nous envoient aussi des signaux. Et donc, du coup, cet animal-là, qui est un être reconnu comme conscient maintenant par la biologie, celui-là, il construit en fait la prédiction de l'issue des futures interactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si ça se passe mal avec votre animal quand vous le manipulez, tout ce qui va se passer derrière, parce qu'il s'en souvient, ça risque de mal se passer. Par contre, si ça se passe bien, là aussi, il risque de s'en souvenir dans le bon sens. Vous voyez, ces aspects cognitifs sont fondamentaux. Et ça construit cette relation. Cette vision cognitive de la relation homme-animal, c'est la vision d'aujourd'hui. Et c'est d'autant plus la vision d'aujourd'hui qu'en éthologie cognitive, vous avez énormément, c'est à la mode, mais énormément de travaux qui sortent pour essayer de comprendre. Est-ce que les animaux sont capables de discriminer entre différentes personnes? Est-ce que les animaux sont capables de communiquer? Par exemple, vous montrez quelque chose avec votre doigt. Est-ce que l'animal est capable de comprendre ce que vous montrez? Ça a commencé à être étudié avec les chimpanzés, avec les loups, avec les chiens. Mais en fait, aujourd'hui, c'est largement étudié aussi avec nos animaux d'élevage. Et plus on explore et plus on découvre que oui, certaines espèces ont ces capacités à comprendre notre communication. Ils comprennent non seulement notre communication verbale intentionnelle, mais ils comprennent aussi tous ces gestes que nous envoyons. Et donc, fondamentalement, c'est cette cognition qui conduit à la relation homme-animal qui est importante à comprendre. Je pense que vous aurez d'autres illustrations de ce genre de choses par la suite. Pour finir, vraiment pour finir, c'est la dernière. Je pense qu'il faut créer, ça c'est pour le futur, un chercheur il aime bien sur les perspectives, la relation homme-animal c'est pluridisciplinaire, c'est de l'éthologie, de la génétique, de la zootechnie, de l'ergonomie, de la psychologie, de la didactique, parce que derrière il y a de la formation, et encore plus parce que ce qu'il faut c'est un bien-être partagé, one welfare. Il faut absolument qu'on comprenne comment en jouant à la fois sur le bien-être de l'homme, on peut jouer sur le bien-être de l'animal, mais en jouant sur le bien-être de l'animal, on peut aussi jouer sur le bien-être de l'homme. Voilà, tout ça pour une qualité de vie qui sera enrichie pour les deux et former les futures générations. Je voudrais vraiment vous remercier. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec toutes mes histoires et mes connaissances et mes concepts et tout ça, et que j'ai été très clair. Je vous remercie beaucoup. Et puis tout à l'heure, on aura l'occasion de discuter parce qu'on va, si j'ai bien compris, on enchaîne les présentations. Et puis après, on pourra échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci Xavier.